patients qui sont sous AVK, et un deuxième de patients sous NACO, pour savoir comment est-ce qu'on les prend en charge en termes d'angioplastie, d'antiagrégant plaquettaire et de traitement anticoagulant pour essayer de limiter le risque hémorragique. Alors, le premier cas clinique, c'est un homme de 76 ans qui a comme antécédent un AVC ischémique il y a quelques années, qui a fait découvrir à cette occasion une fibrillation auriculaire, et depuis, il est traité par à la fois des antiarythmiques et puis par des anticoagulants avec des antivitamines K qui sont assez facilement équilibrés, avec un INR entre 2 et 3. Des facteurs de risque à type d'hypertension et de dyslipidémie. Et en termes de présentation clinique, eh bien, il présente un angor d'effort parfaitement typique, avec un examen clinique strictement normal, un électrocardiogramme qui est celui-ci. Vous voyez un rythme dessus, je vous laisse quelques secondes, qui est sinusal et qui est régulier. Je vous rappelle, c'est une FA qui est paroxystique, avec une onde T qui est aplatie en AVL, mais pas trouble de la repolarisation systématisée. Une fonction ventriculaire gauche qui est conservée, comme vous pouvez le voir sur cette échographie, et un test d'ischémie que je n'ai pas ici, mais qui retrouve une ischémie dans le territoire antérieur. Le patient est donc adressé pour la réalisation d'une coronarographie. Dans le bilan de la procédure initiale, biologique, on a un INR à 2,7. Alors ma première question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites la coronarographie? Est-ce que vous utilisez des antivitamines K? Alors, qui poursuit les AVK? Donc je pense que majoritairement tout le monde poursuit. Quelle aurait été votre stratégie si les INR étaient à 4,5? Pareil. 4,5 quand même. 4,5, on a une ischémie qui est positive, enfin un test d'ischémie positif, a priori une chance importante de partir sur une angioplastie. Je pense que le premier message, c'est de différer une intervention qui n'est pas urgente et surtout d'éviter le recours à la vitamine K, qui va ensuite poser des problèmes de rééquilibration du traitement par antivitamine K. En termes d'antiagrégants plaquettaires, de la même façon, et qu'est-ce que vous mettez en place? Alors l'aspirine, je pense que ça ne poserait pas de problème à chacun. Pour ce qui est de la deuxième anti-agrégation plaquettaire, on est dans l'angor stable qui pré-traiterait le patient avant cette coronarographie. Patient sous AVK. Donc on est dans l'angor stable. Le pré-traitement aujourd'hui dans l'angor stable n'est plus systématique, sauf si c'est une angioplastie qui est programmée. Là, on peut se donner le bénéfice du doute, d'autant plus que le patient est sous antivitamine K. Donc je crois que le pré-traitement est à discuter, mais personnellement, je ne l'aurais pas fait. Voici le résultat de la coronarographie qui montre sur le réseau droit un infiltrat assez diffus sans sténose significative, si elle veut bien passer. On peut discuter la CD3, je vous entends un peu. Je me rassure, vous n'êtes pas endormi. Je vous rappelle que le test d'ischémie est positif en antérieur, donc je vais me défendre comme ça. Et on devine sur l'IVA, par contre, une proximale, une sténose assez serrée que vous voyez ici. Et donc, il est décidé de réaliser une angioplastie de l'IVA proximale. Vous voyez que la lésion est relativement courte. Donc, ma question, c'est, vu le contexte, est-ce que vous orienterez votre angioplastie avec un stent nu, compte tenu de la mise sous anticoagulant, ou vous resteriez sur un stent actif? Avant ça, c'est une angioplastie ad hoc. Absolument. Il n'y a pas eu de précharge. Il n'y a pas eu de précharge. Alors effectivement, première question, on pourrait revenir. Est-ce que vous faites l'angioplastie dans le même temps opératoire, ou est-ce que vous le différez avec un pré-traitement? Plus c'est une choro par voie fémorale. C'est une voie fémorale, absolument, on ne peut rien te cacher sur un échec de ponction de voie radiale. Donc là, en gros, il y a deux stratégies. Soit on diffère, on précharge. Moi aussi, voilà. Et qui le ferait en ad hoc dans le même temps? Je le ferai en ad hoc parce que je l'avais préchargé. Donc j'ai pas, voilà, les deux options sont discutables. Donc l'angioplastie a été faite dans le même temps, avec un guide qui est positionné. Et en termes de type d'endoprothèse, est-ce que vous auriez privilégié une endoprothèse non active ou active? C'est une lésion courte, mais une IVA relativement proximale. Ça, c'est une excellente question. Donc, stent actif, qui serait pour les stents actifs? Stent actif. Oui,
C'est un peu la tendance actuelle, c'est-à-dire ce que nous montrait Jean-Philippe Collet tout à l'heure dans les recommandations, on va y revenir. Maintenant, avec les durées de double antiagrégation plaquettaire qui ont été raccourcies à 3 mois dans ce type d'indication, la contre-indication au stent actif n'est plus réellement d'actualité. Donc le patient a eu un stent actif avec un résultat final qui était satisfaisant, vous voyez sur l'incidence finale. Et donc, une ultime question pour ce cas clinique, c'est qu'est-ce que vous lui donneriez en termes de traitement anticoagulant, premièrement? Est-ce que vous le laissez sous AVK? Est-ce que vous le passez sous NACO? AVK, il les tolère bien, a priori, c'est une bonne indication. Et comme type d'antiagrégation plaquettaire? De l'aspirine? Du clopidogrel, on est hors syndrome coronaire aigu, donc les nouvelles molécules ne se posent pas. De toute façon, avec des associations de trithérapie, ce n'est pas une très bonne idée. Et en termes de durée? 3 mois. 3 mois, c'est les recommandations actuelles pour essayer de minimiser les risques hémorragiques. On sait que plus il y a de molécules, plus il y a de complications hémorragiques. Et donc, on essaie de minimiser au maximum les... On a le droit de faire 1 mois, je crois, non? On peut. On a le droit de faire 1 mois. Alors, dans les recommandations, on peut réduire à moins de 6 mois. Il y a des stents qui sont marqués CE à 3 mois. Je sais que certains font à 1 mois. Moi, je reste à 3 mois, mais... Donc ça, c'était pour vous illustrer sur une publication qui est plus toute récente, 2010, mais qui est que plus on associe les molécules, plus on s'expose à des complications hémorragiques. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de minimiser ces complications. Et quand il y a des complications hémorragiques, elles ont lieu principalement au niveau digestif, au niveau des voies aériennes et au niveau des voies urinaires. Et en termes de timing, quand elles arrivent surtout au début, dans les premiers mois, vous voyez, sur une année, on a vraiment pendant c'est vraiment la première période où on a des complications hémorragiques. Après, les gens quand même présentent moins de complications, donc c'est vraiment au décours des procédures. Un petit mot pour ce qui est des recommandations. Elles ont été présentées tout à l'heure, donc je ne vais pas réinsister dessus. Le message, c'est que les stents actifs ne sont plus contre-indiqués compte tenu de la raccourcissement de la durée de la double antiagrégation plaquettaire et qu'il a été proposé des algorithmes. Là encore, je vais passer vite puisque Jean-Philippe Collet nous les a présentés tout à l'heure pour essayer de nous aiguiller un petit peu sur l'orientation et la durée des associations qu'on va décider en fonction à la fois du score du CHA2DS2-VASc, mais également du score ASBLED, également de la situation stable ou instable. Donc ça nous permet d'avoir un algorithme et de nous aider dans nos décisions de traitement. Juste une dernière question sur ce cas clinique, parce que j'en discutais avec quelques-uns d'entre vous et je crois que les réponses sont assez aléatoires. Quand vous réalisez une angioplastie chez les gens qui ont un INR entre 2 et 3, si vous passez par voie radiale, ce qui n'était pas le cas de ce patient-là, qu'est-ce que vous mettez dans votre cocktail de voie radiale? Est-ce que vous mettez de l'héparine et si oui, à quelle dose? Et est-ce que vous fixez à votre taux d'INR? Il faut faire de Honnêtement, je n'ai pas de réponse, mais... Il faut faire de l'héparine parce que sinon ça fait beaucoup plus de thrombose radiale. Oui, mais si tu as un INR à 3, on fait 70 unités kilo. Alors pour en discuter, avoir plusieurs personnes tout à l'heure avec Christophe aussi, j'ai à peu près une dizaine de réponses différentes. Donc, moi, ma tendance, c'est d'en faire systématiquement. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment de données là-dessus. Le deuxième cas clinique, c'est un homme de 78 ans qui a commenté ses dents une angioplastie avec l'utilisation d'un stent tenu en 99. Et puis également une fibrillation auriculaire, mais qui est traitée cette fois-ci à la fois par des antiarythmiques, mais par des NACO. En termes de facteurs de risque, il a une dyslipidémie et une hypertension artérielle qui sont tous les deux traités. Et là encore, il présente un angor d'effort qui est parfaitement typique, avec une scintigraphie qui est difficilement interprétable, que vous avez ici. Et donc, on décide de le coronarographier. Et donc là, de la même façon, je vais vous poser la même question, mais je vais l'axer sur les NACO. Qu'est-ce que vous faites des NACO? Est-ce que vous laissez le traitement? Est-ce que vous l'arrêtez? Qui le laisse? Qui laisse les NACO pour réaliser la procédure? Sans bouger, hein. Il est en FA. Il est en FA. Qui l'arrête? La veille. La veille? La veille. On va voir, en fait, j'ai réussi à trouver une référence qui justifie l'arrêt de la veille de la procédure. Pour ce qui est des antiagrégants et d'anticoagulants, finalement, c'est assez redondant avec le cas clinique, donc je ne vais pas vous reposer ces questions. Je n'ai pas d'échographie, mais vous voyez une ventriculographie qui montre une fonction ventriculaire gauche conservée. Et vous avez sur l'angiographie
une sténose au niveau de la circonflexe et une urosténose intrastent au niveau de l'IVA proximo-moyenne, qui ont été mesurées en FFR, avec une FFR qui était négative pour la circonflexe et positive à 0,78 pour l'IVA. Et une coronaire droite qui retrouve également une lésion très infiltrée. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute en termes de caractère fonctionnel, avec une FFR qui est également à 0,70, qui a été mesurée. Donc on a un patient qui est bitronculaire, qui est traité sous NACO. Et donc ma question, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que vous faites en termes de traitement anticoagulant? Donc on a arrêté. Est-ce que vous faites ça dans le même temps opératoire? Est-ce que vous différez la procédure? On va dire que les NACO ont été arrêtés. Dans la foulée. Dans la foulée, ouais. Un pré-traitement sur table, comme le patient précédent. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. En termes de durée, on repart un petit peu sur le même concept que précédemment. On essaie de réduire au maximum ces durées de double anti-agrégation plaquettaire. Et si, donc je n'ai pas les résultats de l'angioplastie, mais ça s'est globalement bien passé, ce n'était pas l'objectif vraiment de cette présentation. Et quand est-ce que vous reprenez les NACO? Le soir même. Le soir même. Le soir même. Et alors, dernier point, on va voir si vous avez bien écouté, à quelle dose? C'est à petite dose. C'est-à-dire que là, le patient probablement avait une dose normale et on repasse donc à demi-dose, quelle que soit la molécule utilisée. Et ça, j'ai retrouvé la prise en charge en cas de chirurgie ou de geste interventionnel de l'AFSAPS qui montre que pour des actes interventionnels programmés, il est recommandé pour ces molécules d'interrompre ces molécules 24 heures avant le geste et de les reprendre 24 heures après. Donc ça justifie pleinement l'arrêt de ces molécules, et puis 5 jours si on doit faire une intervention plus importante. Donc en conclusion, ces deux cas cliniques illustrent bien qu'une angioplastie sous anticoagulant oral, ce sont des situations complexes avec une augmentation des risques hémorragiques. Si on s'intéresse aux recommandations, il est préconisé d'utiliser des protecteurs gastriques. Il n'y a pas de contre-indication formelle à l'utilisation des stents actifs. Et ce qui apparaît comme étant un bon sens à cause des risques hémorragiques, c'est d'essayer de réduire ces durées d'association antithrombotique. Dans le cadre d'angioplastie et d'AVK, je crois que les messages, c'est de ne pas arrêter les AVK avant la procédure et surtout d'éviter la vitamine K pour les difficultés de rééquilibration derrière, d'essayer de reporter les procédures si on peut dès que les INR sont supérieurs à 3 et d'essayer d'avoir un objectif d'INR qui soit plutôt entre 2 et 2,5. Et pour ce qui est des angioplasties sous NACO, essayer d'arrêter si c'est possible, si on est en dehors des situations d'urgence, les NACO la veille de la procédure. Évidemment, pas d'association avec les nouveaux antiagrégants plaquettaires. Là, on est dans des cas d'angor stable, donc la réflexion ne se pose pas. Mais en cas de syndrome coronaire aigu, éviter les nouvelles molécules. Et donc privilégier les demi-doses, quelle que soit la molécule de NACO utilisée. Je vous remercie. Merci Étienne. Merci beaucoup. Une ou deux questions, une ou deux remarques?